Plus de démocratie. Bachar al-Assad répond par la force. Dès les premiers jours, les morts se comptent par centaines. Cela ne fait aucun doute, la Syrie est victime d'une conspiration. Une conspiration attisée par des États voisins ou éloignés, avec des ramifications dans notre pays. Le monde est sous le choc. Avril 2011, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les pays occidentaux demandent que la répression soit condamnée. Mais déjà, la Russie et la Chine, soutien indéfectible d'Assad, font bloc. Le secrétaire général doit se contenter d'une condamnation purement rhétorique. Nous suivons les événements de très près et avec une inquiétude croissante. Je condamne fermement la violence contre des manifestants pacifiques. En Syrie, la situation s'aggrave. Les manifestations ont laissé place à la guerre civile. Un groupe de rebelles crée l'armée syrienne libre et entame une campagne de libération. L'Union européenne tente de riposter par des sanctions économiques, mais les 27 peinent à arrêter une position commune forte. En février 2012, l'ONU dépêche son meilleur émissaire, Kofi Annan. Il négocie avec Bachar al-Assad un cessez-le-feu, mais celui-ci n'est pas respecté. Impuissants, les observateurs des Nations Unies quittent le pays en juin. Peu après, Kofi Annan, lui aussi, jette l'éponge. La communauté internationale pourrait faire plus. Elle pourrait être plus utile si elle parvenait à travailler de concert pour exercer une pression réelle sur les protagonistes du conflit. Le conflit franchit un nouveau palier. Les ONG mettent en garde contre une catastrophe humanitaire. Au printemps 2013, on commence à soupçonner les deux camps d'avoir recours aux armes chimiques. Les Nations Unies pressent le président Assad d'autoriser la venue d'inspecteurs. Je le répète, nous devons enquêter sur place, en Syrie, pour collecter nos propres échantillons et établir les faits. Fin août, les experts sont enfin autorisés à se rendre en Syrie. Quelques jours plus tard, aura lieu une des attaques à l'arme chimique parmi les plus meurtrières de ces dernières années. Bilan, près de 1500 victimes. Bachar al-Assad nie toute responsabilité. Ces accusations sont ridicules et naïves, sans fondement scientifique, elles sont illogiques et subjectives. Depuis, le monde discute des conséquences, tandis qu'en Syrie, les violences se poursuivent. 2 ans et demi de conflit, 2 ans et demi de blocage diplomatique et une toute petite étincelle d'espoir. La Syrie est au cœur du Moyen-Orient. Elle a pour voisins le Liban, Israël, la Jordanie, l'Irak et la Turquie. Ce pays fait 185 000 km² et il a 22,5 millions d'habitants. Il est dirigé depuis les années 70 par une famille alawite, la famille El-Assad, qui s'appuie sur un régime de parti unique, le parti Baas. Et toutes les clés du pouvoir sont détenues par des membres de cette minorité alawite, qui, je vous le rappelle, représente 13% de la population, dans un pays sunnite à 70%. Dans cette dictature, les services de sécurité et l'armée sont omniprésents et participent à la répression des révoltes qui ont débuté dans ce pays en mars 2011. Alors des événements d'une telle gravité ont bien sûr des conséquences qui dépassent largement le cadre du seul territoire syrien. Eh bien, pour comprendre les enjeux stratégiques et régionaux de cette crise, nous allons passer en revue les relations que la Syrie entretient avec chacun de ses voisins. Commençons par le voisin turc au nord. De multiples facteurs entretiennent la méfiance entre les deux États. Et parmi ces facteurs, il y a le contentieux autour de la province turque de Hatay, l'ancien Sandjak d'Alexandrette. Jusqu'en 1937, le Sandjak d'Alexandrette fait partie du territoire syrien, sous mandat français, et en 1939, la France le cède à la Turquie, ce qui irrite vivement les nationalistes syriens, et aujourd'hui, Damas conteste toujours cette perte de territoire. Deuxième source de tension entre les deux pays, le partage des eaux. L'Euphrate, vous le voyez, traverse la Syrie en direction du sud-est, et en amont, la Turquie a construit plusieurs barrages sur le fleuve, dont le grand barrage Atatürk, ce qui déplaît aux autorités syriennes, car ces infrastructures contribuent à réduire le débit du fleuve sur un territoire où il y a relativement peu d'eau disponible. Enfin, troisième facteur, il y a la question kurde.
La population kurde se répartit principalement dans 4 États. La Turquie accueille le plus grand nombre de Kurdes, et le pays lutte depuis plusieurs décennies contre les mouvements séparatistes kurdes, dont le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Or, son principal leader, Abdullah Öcalan, a longtemps été réfugié en Syrie, ce qui a accru les tensions entre les deux pays. Son expulsion de Syrie en 1998 avait permis un certain rapprochement entre les deux États, sauf que depuis le début des révoltes syriennes, les relations entre les deux pays se sont à nouveau détériorées. En juin 2012, un avion turc a été abattu par la défense antiaérienne syrienne. Ankara dénonce avec force la répression et les massacres qui sont perpétrés par les forces de Bachar el-Assad. La Turquie accueille sur son territoire le comité exécutif de l'armée syrienne libre, ainsi que de nombreux militaires qui ont déserté, et Ankara maintenant ne cache plus sa volonté de voir le clan Assad chuter. Maintenant, voyons les relations de la Syrie avec l'Iran. La Syrie et l'Iran n'ont pas de frontières communes, on le voit sur la carte, mais les deux pays ont des intérêts communs. C'est dans les années 80 que les deux pays ont noué une alliance stratégique contre l'Irak, dont la puissance représentait alors une menace. Pour la Syrie, la rivalité avec l'Irak reposait sur 2 facteurs, rivalité entre les partis basses, irakiens et syriens, mais aussi compétition pour la suprématie sur le monde arabe. Et quant à l'Iran, la guerre avec l'Irak, qui a duré de 1980 à 1988, a conduit Téhéran à se doter d'un allié dans la région. Le deuxième fondement de cette alliance, c'est l'opposition à Israël. La Syrie a dénoncé, dès 1948, la création de l'État hébreu. Aujourd'hui, la Syrie et l'Iran maintiennent la pression sur l'État d'Israël à partir du territoire libanais. Les deux États fournissent en effet des armes au Hezbollah, le mouvement chiite libanais, hostile à Israël. Or, cette alliance irano-syrienne est centrale pour comprendre la position de l'Arabie saoudite. Alors justement, quelle est-elle? La dynastie des Saouds, qui gère les premières réserves pétrolières mondiales, est depuis longtemps l'allié des États-Unis, alors que Damas, pour sa part, avait fait dès les années 70 le choix de l'alliance avec l'URSS. Alors malgré tout, les deux pays ont continué à entretenir des relations diplomatiques, mais en 2005, le premier ministre libanais, Rafik Hariri, un sunnite d'origine saoudienne, est tué dans l'explosion de sa voiture, et tout le monde soupçonne le régime syrien d'avoir commandité l'attentat. Donc l'Arabie saoudite prend ses distances avec la Syrie, d'autant plus que Riyad, on l'a vu, voit d'un très mauvais œil l'alliance entre la Syrie et l'Iran chiite. C'est pourquoi, malgré son inquiétude face aux révoltes arabes, Riyad ne serait pas défavorable à un véritable changement de politique en Syrie, qui éloignerait ainsi Damas de Téhéran. Un tel événement aurait alors des répercussions majeures sur la situation du Liban. Donc, suite de notre jeu de domino, arrêtons-nous maintenant sur ce tout petit voisin. Les histoires du Liban et de la Syrie sont étroitement liées. La Syrie a envoyé son armée au Liban en 1976 pour tenter de mettre un terme à la guerre interconfessionnelle dans le pays, et elle ne l'a retirée qu'en 2005, contrainte et forcée par une résolution des Nations Unies, justement après l'assassinat du premier ministre libanais, Rafik Hariri. Et même si l'armée syrienne est partie, le Liban vit toujours sous l'influence de Damas, ce qui enlève à Beyrouth toute liberté de prendre position pour ou contre le régime syrien. Par ailleurs, la Syrie soutient le Hezbollah chiite au travers de la fourniture d'armes et de munitions. Ainsi, on le voit sur la carte, les positions militaires du Hezbollah au sud du Liban mettent le nord d'Israël en situation de vulnérabilité. Alors justement, qu'en est-il maintenant des positions d'Israël? La Syrie est entrée en guerre contre l'État hébreu dès sa création, en 1948, puis a participé aux guerres de 67 et de 73 contre Israël, toutes perdues d'ailleurs par les coalitions arabes. C'est lors de la guerre des 6 jours, en juin 1967, qu'Israël a occupé militairement le plateau syrien du Golan, et depuis, aucune négociation diplomatique n'a permis la restitution du Golan à la Syrie. La Syrie exerce constamment une pression militaire sur Israël, soit par le mouvement palestinien du Hamas, à partir de la bande de Gaza, soit, on l'a déjà vu, par les milices chiites du Hezbollah, à partir du sud du Liban. Et de son côté, Israël réplique militairement. Cela a été le cas lors de la guerre menée contre le Hezbollah au Liban en 2006,
ou encore lors du bombardement de cibles militaires syriennes près de Deir ez-Zor en septembre 2007. Alors face à la crise syrienne, la position de l'État hébreu est d'ailleurs ambiguë, entre la perspective d'un changement de régime, qui pourrait lui être peut-être plus favorable, et l'inquiétude face à l'hypothèse d'une plus grande instabilité régionale. Alors on le voit, la crise syrienne plonge toute la région dans un état d'incertitude. Deux axes géopolitiques se dessinent. Le premier, celui des alliés du régime syrien avec l'Iran, l'Irak, qui est dirigé depuis la chute de Saddam Hussein par un gouvernement chiite, et le Hezbollah chiite au Liban. Et en face, on a un axe anti-Assad avec la Turquie, le Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar et la Jordanie. Parmi les États de la région membres de la Ligue arabe, 6 d'entre eux se sont prononcés en novembre 2011 pour l'exclusion temporaire de la Syrie de l'organisation, et l'Irak est le seul pays membre de la région à s'être abstenu, tandis que le Liban a voté contre. Au-delà de cette échelle régionale, la crise syrienne implique également les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là aussi, on voit que 2 ensembles se sont clairement constitués. D'un côté, on trouve un front occidental formé par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, et ce front réclame le départ de Bachar el-Assad. Eh bien, ce sont pourtant ces mêmes États qui avaient tenté un rapprochement avec le régime syrien à partir de 2008. On se souvient par exemple de la présence de Bachar el-Assad en France au défilé du 14 juillet, au moment du lancement de l'Union pour la Méditerranée, et depuis le début de la répression, le retournement occidental est total. Gel des avoirs financiers, restriction des visas, sanctions commerciales et embargo européen sur les importations de pétrole syrien. De l'autre côté, on trouve la Russie et la Chine. Si la Chine est hostile à toute intervention dans les affaires intérieures d'un pays, la Russie, elle, est un allié historique de la Syrie et continue à lui vendre des armes. Donc, du fait des vétos russes et chinois, le Conseil de sécurité n'a pu adopter de résolution autorisant une intervention militaire ou même condamnant le régime.